Alors, je vais commencer ma communication par une confession. J'ai proposé cette dernière un peu naïvement, en sachant tout de même ce que je voulais faire avec les deux textes, donc le dictionnaire des précieuses de Sommes, que vous connaissez probablement pas, mais que je vais vous faire découvrir, puis le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, que vous connaissez probablement. Il m'est apparu bien rapidement que la recherche sur le dictionnaire est fascinante, mais moins foisonnante que je le croyais. Donc, je ne vais pas vous proposer une analyse approfondie des deux textes. Je vais moi-même participer à l'idée de ce panel en détournant mon propre titre et vous proposer quelques considérations sur cette forme qui, j'espère, donnera lieu à une discussion féconde sur ses tenants et aboutissants. Si je vous propose des textes d'époque antérieure, il y a toutefois une actualité à cette forme-là. On peut penser à cet effet au dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, début des années 2000, ou encore d'une façon peut-être un peu plus naïve, tous les dictionnaires ou abécédaires détournés sur maintes et maints sujets que vous pouvez trouver surtout proche de la caisse de votre librairie vendeuse de bibelots préférée. Petite actualité vieille de 15 ans, en 2003, la revue Liberté présente un numéro intitulé Dico par-ci, Dico par-là, qui n'offre pas strictement un point de vue littéraire sur la question, mais dans lequel on peut lire les interventions de Marc-André Brouillette, qui est professeur ici à l'UQAM, ou encore de Bernard Duprier et Laurent Malo, qui étaient professeurs à l'Université de Montréal. Je vais commencer par une observation plutôt simple qui va un peu de soi. Le mot lexical est vide hors contexte. C'est simplement un paradigme saussurien un peu vieillot que je reprends en affirmant que l'élément linguistique n'est opérant qu'en vertu d'une collectivité et d'une convention qu'elle infère. Le contenu référentiel de l'élément linguistique frappe dans la réalité lorsque celui-ci est énoncé dans un acte de langage. Le mot reste dans la langue s'il effectue l'intention entre les deux pôles de la communication, le je et le tu. Le mot dictionnaire évoque de façon plus immédiate le dictionnaire monolingue, un outil courant non seulement du travail de l'écrivain, mais de n'importe qui doit utiliser la langue. Celui-ci, en quelque sorte, prépare le terrain de l'écrivain ou du sujet parlant. Ce dernier type de dictionnaire est l'état donné du lexique d'une langue à un moment donné. Sont en effet ajoutés ou retirés des mots au fur et à mesure de l'apparition ou de la disparition de leur usage. On peut donc y voir une coupe synchronique de la langue, et cette coupe est elle-même plus ou moins arbitrairement définie par des autorités linguistiques qui sont à l'origine de cette entreprise. La forme implique cette instance d'autorité qui peut figer un moment de la langue, autorité qui est au fondement de la puissance de la forme. Le grand dictionnaire des précieuses ou la clé de la langue des ruelles d'Antoine Baudot de Sommes, comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, répondent à cette visée en la détournant. Il est aussi intéressant de noter que dans un état plus ancien du français, le mot dictionnaire prenait aussi le sens de l'entièreté du vocabulaire de quelqu'un, sens qui a toujours cours en anglais, témoignant d'un moment où la langue française a imprégné la langue anglaise dans le sillage de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. C'est aussi une autre fonction des deux textes proposés dans le cadre de cette communication. En reflétant une convention de langage, le dictionnaire reflète également une collectivité. C'est sur cette note que je vais vous entretenir brièvement des deux textes. Commençons par le plus ancien et le moins connu des deux, le dictionnaire des précieuses d'Antoine Baudot de Sommes, publié en 1661, donc 4 siècles avant Aura. C'est un auteur connu des 17e, mais c'est surtout pour ses comédies qu'il est connu, qui traitent du même sujet. Il a entre autres adapté La précieuse ridicule de Molière en vers. Cette adaptation-là a été intitulée La véritable précieuse. Ce dernier titre peut déjà laisser deviner une certaine orientation de l'auteur sur le sujet. J'ai souligné que le dictionnaire reflète une collectivité. L'énonciateur derrière ce type de texte ne peut pas prendre directement parole dans le corps du dictionnaire, puisque serait alors brisée l'objectivité présumée des informations rapportées. Les dictionnaires sont généralement préfacés, et de Sommes se fait justement le porte-parole de cette collectivité qu'il rapporte, et je cite « Ce serait me faire une injustice de vouloir que je me rendisse garant du dictionnaire des précieuses. Ce n'est pas mon ouvrage, et bien que j'ai fait un quart des parties qui le composent, je n'en attends pourtant point d'autre avantage que celui de divertir le lecteur par l'extravagance des mots que j'ai recueillis et dont elles sont les inventrices. » C'est un beau mot dans le contexte actuel. Bon. L'auteur se détache ainsi du texte qui nous est donné à lire pour se faire l'énonciateur d'une réalité lexicographique qui n'est pas la sienne. Il n'est qu'un relais entre la culture précieuse et la culture du lecteur. Il y a déjà une note d'ironie avec le mot extravagance qui prend pour sens à l'époque, si on se réfère au dictionnaire de l'Académie française et au dictionnaire de Furetière, à la bizarrerie ou à la folie. On peut donc deviner par le biais de quelques mots qui dénotent la subjectivité de l'auteur, un parti pris idéologique et esthétique face à une collectivité. Il en va autrement pour le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui est publié, lui, à titre posthume en 1913. Il ne s'agit pas d'un texte qui devait être publié seul, même si c'est surtout comme ça qu'on le retrouve aujourd'hui. C'est un appendice au roman Bouvard et Pécuchet.
Il faut aller dans la génétique de l'œuvre et dans la correspondance de Flaubert pour saisir la collectivité dont il se fait le porte-parole. Ici, il s'agit plutôt de rapporter les propos d'une doxa bourgeoise du milieu du 19e siècle, avec des formulations qui sont toujours enclines à la généralisation et à la neutralisation du propos. Les personnages éponymes, Bouvard et Pécuchet, font partie de cette bourgeoisie, et n'importe quel lecteur du roman, pourrait affirmer sans peine qu'il est mis en scène deux personnages dont la richesse est aussi grande que la stupidité. Le dictionnaire des idées reçues est en quelque sorte leur vocabulaire, ce qui rappelle l'étymologie du mot. Les deux épigraphes ne sont pas inintéressants dans cette optique. Le premier est Vox Populi, Vox Dei, dont l'accréditation octoriale revient à la sagesse des nations. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Voilà qui a de quoi donner du sérieux à la doxa, qui serait alors garante d'une vérité absolue. Ceci dit, le deuxième épigraphe vient complètement contredire cela. On peut lire la citation suivante de Chamfort. « Il y a à parier que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. » Si la sagesse des nations parle d'une vérité divine, cette vérité est fondamentalement sotte, en ce qu'elle convient au plus grand nombre. Cette tension entre les deux épigraphes résume bien l'enjeu du texte, qui serait alors de provoquer sans cesse le lecteur, qui doit alors se définir par rapport à cette axiologie, à la fois exhibée et dénoncée. En somme, les ouvrages de Dessamès de Flaubert sont composés de néologismes sémantiques, c'est-à-dire que les auteurs attribuent ou fixent de nouveaux signifiés à des signifiants existants. Leur démarche s'inscrit dans un but de détournement du code lexical, de même que de la forme de l'ouvrage. Ce détournement se fait sur l'autorité qu'induit la forme du dictionnaire, qui est reprise dans un but à la fois de dénonciation et d'humour. C'est avec le concept linguistique de lexiculture qu'il est le plus aisé d'analyser le corpus. Cette notion est intrinsèque à cette pratique dictionnariale incongrue. Entendons simplement par lexiculture qu'il s'agit de la compréhension du sens du mot inventé ou redéfini par la référence à une culture partagée entre l'auteur et le lecteur. C'est par le partage de la culture qu'il est possible de faire rire par les jeux de langage. Le détournement du langage joue sur l'allusion, l'analogie et la culture des individus. Il consiste en la reprise et en l'altération d'un énoncé généralement connu de tous. De Sobeys et Flaubert vont jouer sur ce comique lexicographique et culturel par le biais d'un procédé en particulier, par lequel passe la critique et la discréditation d'un certain groupe social, l'ironie. Retournons dans la préface de Sommers. On peut y lire la phrase suivante qui suit ce que je vous ai déjà lu. Cependant, comme le fond des précieuses est inépuisable, les ministres de leur empire, ayant su que je travaillais au bien de leur république et je rendais leur langue célèbre à toute la terre par ce dictionnaire, ont pris soin de m'envoyer des mémoires utiles à ce dessein, qui me sont venus de tant d'endroits et en si grand nombre que je me vois contraint d'ajouter un second dictionnaire à ce premier, que je promets dans peu de jours. Nous avons déjà vu que l'auteur se détachait du texte et qu'il qualifiait déjà le discours des précieuses d'extravagant. Il tourne ici les personnages au risible en exagérant leur acte. Ceux-ci participent inconsciemment au ridicule du processus de création du dictionnaire. Le dictionnaire est un texte qui se veut d'emblée entier, il a une visée totalisante. Le fait qu'il soit contraint d'ajouter un deuxième volume corrobore l'implicite ironie. De Sommers ajoute « Les matières de ce second seront différentes de celles-ci, et les précieuses véritables y auront part aussi bien que les ridicules. En attendant, il est bon d'avertir que les ridicules se débitent en vers pour divertir les véritables. Que je prie de prendre ce divertissement durant que je mettrai cette autre partie en état de paraître. » L'auteur joue sur le référent culturel pour se moquer du groupe qu'il vise en l'incluant dans son rire. Il fait allusion évidemment à la pièce Les précieuses ridicules de Molière, qu'il a adaptée en vers, dont il se moque ouvertement en cette occurrence. Je me suis surtout attardé à quelques considérations formelles et au paratexte, mais résumons. Les dictionnaires détournés utilisent l'ironie, qui se situe d'emblée dans l'intentionnalité de l'auteur par l'implicite qui est à son fondement et qui détermine sa propre condition d'existence. Au risque d'aller rapidement et en surface, nous allons nous pencher sur quelques définitions dans lesquelles nous allons voir en quoi cette ironie est opératoire, comment, dans l'énoncé dictionnarial, l'auteur fait entendre le contraire de ce qu'il énonce et comment les définitions se démarquent par rapport au monde sérieux qu'ils décrivent. D'abord, je vais vous décrire comment les définitions apparaissent dans chacun des deux textes. Somme toute, elles sont presque identiques à celles des dictionnaires monolingues, moins l'appareillage linguistique qui énonce certaines particularités grammaticales aux mots recherchés. En premier lieu, on lit le mot. Chez De Sommers, c'est par une inférence sémantique que le lecteur peut comprendre le sens. Il y a toujours deux temps à la définition, d'abord une utilisation profane, celle du lecteur, puis une traduction du mot en langue précieuse. Quelques exemples en rafale. Affection, vous me témoignez une grande affection, vous m'encendrez et m'encapucinez le cœur. Chandelle, la chandelle, le supplément du soleil. Divertir, je ne me suis point diverti jusqu'ici, j'ai été jusqu'ici dans un jeûne effroyable de divertissement. L'inférence sémantique peut être plus ou moins grande.
Pour divertir, par exemple, on peut voir que c'est plus par un art de la périphrase que le langage précieux utilise. Par contre, pour Chandel, on peut voir en quoi ce langage est aussi capable de métaphorisation, mais encore plus, si le mot n'était pas là, il aurait été difficile de deviner le sens de supplément du soleil. Quelques traits sont donc favorisés dans le langage précieux: substantivation de l'adjectif, formation adverbiale, goût de l'hyperbole. La distance entre le langage profane et le langage précieux ne s'articule pas seulement avec ce style particulier, mais touche même à l'orthographe. Par exemple, définition de coiffer, donc coiffer, vous êtes tantôt bien, tantôt mal coiffé. L'économie de votre tête est tantôt bien et tantôt mal gardée. Tantôt, dans le premier cas, c'est comme aujourd'hui T-A-N-T-O-T. Puis dans le deuxième cas, donc dans le langage précieux, c'est T-A-N-T-O-S-T. Ce n'est qu'un détail. Toutefois, il est d'importance puisque c'est toute une vision de la langue qui l'implique. Rappelons que De Sommer est contemporain des premières années de l'Académie française, qui est entre autres en charge de constituer un dictionnaire. L'orthographe des mots dans celui-ci témoigne d'un parti pris conservateur sur l'étymologie. Le mot tantôt est attesté dès le 12e siècle avec la forme contenant le S. Or, il s'agit d'une syncope car le S est atone, ainsi tombe-t-il dans la graphie actuelle du mot. On peut voir cette tension dans la définition de coiffer entre un conservatisme étymologique et une actualisation orthographique, qui sous-entend que les profanes sont, malgré leur langue plus simple, après le langage précieux, et que celui-ci est intrinsèquement déjà vieilli et donc potentiellement inutilisable. Sur une autre note, bien que l'on peut lire ce que je viens de vous exposer, l'ironie se lit beaucoup plus facilement à partir d'ailleurs. Il faut plutôt commencer avec l'entrée à la lettre K, qui n'est pas un mot. À la place, on peut lire « Les précieuses, qui ne veulent pas qu'on leur connaisse rien à leur K, l'ont ôté de leur alphabet ». Ce cocasse jeu de mots révèle l'intentionnalité de l'auteur quant à son entreprise. S'il s'agissait d'un véritable dictionnaire des précieuses, la lettre ne serait simplement pas là. Cette remarque met à jour l'ironie derrière chaque définition et détache l'énonciateur des définitions précieuses en apportant une information qui paraît sérieuse, mais qui ne l'est absolument pas. Je vais maintenant passer à Flaubert. Il est particulièrement connu pour l'ironie dans ses romans en utilisant le style indirect libre. Bouvard et Pécuchet étant un récit qui parodie le mode de vie petit bourgeois, le dictionnaire des idées reçues corrobore bien la langue des personnages. L'ironie dans ce texte passe par le non-accomplissement de la forme, c'est-à-dire que certaines définitions ne nous informent absolument pas de leur objet. Par exemple, on peut lire « chameau a deux bosses et le dromadaire une seule », ou bien « le chameau a une bosse et le dromadaire une seule, on ne sait pas au juste, on s'y embrouille ». Avec cette définition, nous n'apprenons rien de l'animal à proprement dit, sinon qu'il ressemble à un autre et que les deux peuvent être confondus ou interchangés. Il y a même une prescription de ce que l'on fait avec la définition. On s'y embrouille, comme si les bourgeois allaient débattre sur le sujet. La définition demeure toutefois très sérieuse. D'une autre façon, il y a aussi des renvois à l'intérieur du texte qui forment une boucle absolument vide d'informations. Ainsi peut-on lire « blondes, plus chaudes que les brunes, voire brunes », et on peut lire ensuite « brunes sont plus chaudes que les blondes, voire blondes ». Cette boucle est une faille qui ne peut pas avoir lieu dans un dictionnaire bien conçu et expose par la forme les failles dans le discours bourgeois. On peut déceler dans le dictionnaire des idées reçues une véritable axiologie. Si la caractéristique du bourgeois est de ne pas penser par lui-même, mais seulement de préjuger, alors il est possible de faire l'inventaire de ces préjugés. La plupart des tournures répertoriées par Flaubert ont une origine ancienne, mais qui est oubliée. Voici en rafale quelques lieux communs de la pensée qu'il rapporte. Chaleur, toujours insupportable. Imagination, toujours vive. Allemand, peuple de rêveurs. Calvitie, toujours précoce et causée par des excès de jeunesse ou la conception de grandes pensées, etc. Ces tournures automatiques témoignent de l'insensibilité du locuteur devant le phénomène naturel de figement et d'usure de la langue et de la pensée. C'est donc un symptôme de l'absence de vie intellectuelle chez celui qui les emploie. De même, les mots peuvent prescrire un comportement, par exemple, conversation. La politique et la religion doivent en être exclues. Encore plus frappant, puisque contradictoire, député. L'être, comble de la gloire, tonner contre la Chambre des députés, trop de bavards à la Chambre, ne font rien. Cette définition peut révéler les ambitions politiques secrètes d'une classe politique, tout en soulevant la négation de ce secret, par quoi peut passer une critique de ce discours. Comble de l'ironie, la définition de dictionnaire. Dictionnaire, en dire, n'est fait que pour les ignorants. Voilà une autre définition qui ne nous informe pas de son objet, mais qui donne plutôt un genre d'ordre performatif. On dit au lecteur quoi dire du dictionnaire, donc du texte qu'il lit. On peut supposer que ce dit lecteur qui consulte cet article en cherche la définition. Si ce lecteur obéit à l'injonction textuelle, il confirme sa conformité à la doxa bourgeoise dans une sorte de piège. S'il ne peut pas donner de définition, il est ignorant. S'il donne sa définition, il confirme son ignorance en accusant la lecture du dictionnaire.
Cette ruse énonciative porte la démarche flaubertienne dans la mesure où cette entrée est le pivot du texte quant à la clarté de l'intention ironique qui le porte, mais également de la tentative de ridiculisation du groupe visé. Je vais maintenant conclure avec un récapitulatif théorique qui va peut-être ouvrir la discussion. Nous avons pu voir que ces dictionnaires exploitent des jeux de langage dans un but parodique, mais que ce but ne pouvait être atteint qu'à la condition de prendre en compte la culture dénoncée et la culture du lecteur. C'est dans l'interaction entre ces deux pôles que devient possible de saisir le sens caché constituant les nomenclatures exposées. Le partage des cultures est le ressort poétique et humoristique sur lequel le dictionnaire prend son sens en tant que forme de création. Ces dictionnaires fonctionnent comme des amplificateurs de la charge culturelle partagée des lexis détournés. Le ludisme des textes amène le lecteur à évoquer son propre savoir pour comprendre le discours de l'autre, de comprendre ses travers et de les éviter. Dans un dictionnaire détourné, cette compréhension est déjà orientée dans le texte par une instance énonciative qui est d'emblée imposante par son autorité. C'est également par l'entremise de cette instance qui est rendue possible la mutuelle compréhension entre deux communautés, bien que l'une des deux soit forcément ridiculisée par une subjectivité qui se dévoile subtilement et pernicieusement. Voilà.